Bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les news d'Afage TV tous les mois. Vous êtes les acteurs de l'information que nous véhiculons, alors n'hésitez surtout pas à partager en masse nos vidéos afin que nous soyons enfin visibles d'un maximum de monde. C'est à vous tous qu'appartient de diffuser les informations que nous vous donnons, donc nous comptons sur vous. Dans notre dernier numéro d'avril, nous vous parlions du courrier envoyé à chacun de nos candidats à la présidentielle. L'intégralité de cette lettre est par ailleurs à retrouver dans le Mac de l'ambulancier édité à l'occasion de nos journées d'études et de formation sur Strasbourg. Eh bien, sachez que nous avons reçu des réponses de 5 d'entre eux, et plus précisément de M. Benoît Hamon, M. Jacques Cheminade, M. François Asselineau, Madame Nathalie Arthaud et enfin de M. Jean-Luc Mélenchon. Tous, de manière générale, se proposent de s'occuper de nos intérêts une fois élus avec plus ou moins de conviction. Malheureusement, vous le savez tous, aucun d'entre eux n'est aujourd'hui à la tête de l'État et pas plus représenté aujourd'hui dans notre gouvernement. Peut-être que les élections législatives feront changer le visage politique que nous allons devoir solliciter très rapidement. En attendant l'investiture de ces futurs responsables politiques, nous continuons notre travail. Le rendez-vous phare de la FACH vient tout juste de se terminer. Je veux bien sûr parler des journées d'études et de formation des ambulanciers qui se tenaient sur la ville de Strasbourg. Son succès émane de l'organisation orchestrée d'une main de maître par M. Philippe Staub, ambulancier SMUR au SAMU de Strasbourg, et de toute l'équipe qui était derrière lui. Parmi les moments forts de ce rendez-vous, un était très attendu. La présence parmi nous de M. François Braun, président du syndicat SAMU Urgence de France, qui a bien voulu répondre à quelques questions que je vous laisse découvrir sans plus attendre. Donc Monsieur Dr François Braun, bonjour. Bonjour. On est ravis, inutile de vous le confirmer, mais enfin ravis de vous avoir parmi nous pour la première fois sur ces journées d'études et de formation. Au travers de notre association, la FACH, c'est bien évidemment toute la communauté ambulancière des SMUR et la communauté ambulancière hospitalière qui vous remercie. Voilà, je vais faire une brève présentation si vous me permettez. Vous êtes donc le président aujourd'hui du syndicat SAMU Urgence de France. C'est bien ça. Mais pas que, puisque vous êtes aussi médecin urgentiste. Le chef, surtout, le chef est le responsable du SAMU de Moselle. Et donc voilà. Mais j'ai eu ouï dire, parce que j'ai un petit peu travaillé mon information, que finalement, au travers de votre profession, vous étiez quelqu'un qui est outre passionné par le métier que vous exercez tous les jours. Vous êtes surtout issu d'une lignée familiale qui tient un petit peu des gènes, parce que si je ne m'abuse, votre arrière-grand-père, je crois, votre grand-père était médecin militaire, c'est bien ça ? Alors mon arrière-arrière-grand-père et mon arrière-grand-père étaient médecins militaires, mon grand-père était médecin généraliste, mon père, mon oncle, mon frère. Oui, effectivement, je suis baigné là-dedans depuis très très longtemps et avec une propension familiale vers l'urgence avant même qu'elle existe, puisqu'effectivement, issu de médecins militaires, on était déjà dans cette logique. Donc effectivement, la famille Braun, baigne dans ce milieu depuis extrêmement longtemps. Donc il est peut-être normal de vous retrouver aujourd'hui à la tête d'une structure qui est là pour défendre et dynamiser un petit peu l'urgence en France et l'urgence préhospitalière. Oui, je pense qu'effectivement la médecine d'urgence, déjà sur le plan de sa reconnaissance, vit une grande année cette année, puisque vous avez peut-être vu passer, mais tous les éléments de création de la spécialité médicale sont passés et viennent d'être terminés. Non seulement la création de la spécialité au niveau des universités, mais aussi sa validation au niveau du Conseil national des universités très récemment. Donc maintenant, on peut dire que la médecine d'urgence est une spécialité en France, comme toutes les autres spécialités, la cardiologie, la chirurgie, etc. C'est un premier point. Et puis, cette spécificité de notre exercice à l'hôpital et en dehors de l'hôpital fait que nous sommes à l'interface de toute la problématique et de tous les problèmes de la société, et donc que nous sommes attendus, mais aussi écoutés
par nos concitoyens et par nos responsables politiques, ce qui nous permet d'essayer en tout cas d'améliorer les choses avec toujours comme objectif le patient qui est au centre de nos préoccupations. Je comprends bien. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la communauté ambulancière, puisque c'est aujourd'hui le principal rendez-vous et ce pourquoi vous êtes là. Que représente aujourd'hui un ambulancier hospitalier pour vous, le docteur Braun? Des ambulanciers que vous côtoyez tous les jours finalement à l'hôpital? Ouais, c'est un élément indispensable de l'équipe. On ne peut pas imaginer l'intervention d'un SMUR sur deux pattes, parce qu'on va se casser la figure. Il y en a trois. Ces trois pattes, c'est le médecin, l'ambulancier et l'infirmier. Pour moi, c'est une évidence. Malheureusement, ce n'est pas toujours suivi des faits dans beaucoup trop d'équipes SMUR. Mais s'il y a un combat qu'il faut mener aujourd'hui et prioritaire, c'est que toutes les équipes SMUR soient bien sur cet ensemble, sur cette équipe, puisque c'est en équipe qu'on travaille, on ne peut rien faire seul. Médecin, ambulancier, infirmier, pour toute intervention SMUR. Bien, aujourd'hui, donc, vous êtes un référent puisque vous êtes donc le président du syndicat SAMU Urgence de France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les thèmes que votre syndicat défend ? Ils sont multiples, bien entendu, puisque l'exercice de l'aide médicale urgente est multiple dans ses composantes préhospitalières et intra-hospitalières. Sur la partie de la régulation médicale, nous défendons actuellement la notion de plateforme de régulation médicale SAMU Santé, plus uniquement à l'échelle d'un département, mais à l'échelle d'un territoire de santé qui peut être plus large, avec une gradation des capacités de prise en charge par ces plateformes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les SAMU actuellement, bien entendu, continuent à prendre en charge l'aide médicale urgente en termes d'appels, mais tous ne peuvent pas prendre en charge des appels vidéo, des flux data, demain le e-call suite aux accidents de la route, etc. Donc nous sommes en train de construire une petite révolution au niveau de la régulation médicale et de vouloir regrouper au sein de plateformes beaucoup plus larges toutes les composantes de cette régulation, de la médecine générale, ce qu'on fait déjà, mais aussi des flux data, de la télémédecine, etc. Donc ça, c'est la partie régulation médicale avec ces plateformes et très probablement la demande prochaine d'un numéro unique dans le cadre des numéros européens qui ne sera plus le 15 puisque les numéros à 2 chiffres sont amenés à disparaître, mais qui pourrait être par exemple le 113 qui est un numéro qui est disponible. On aura ainsi une vraie logique sur le territoire avec le 112 pour le secours. Pourquoi pas les sapeurs-pompiers, même si un certain nombre de SAMU traitent déjà les appels 112, et puis le 113 pour tout ce qui concerne la santé, avec bien entendu en fer de lance l'aide médicale urgente. Ça, c'est notre travail sur la régulation. Au niveau des interventions SMUR, mais il y a toute la problématique du combat sur ces équipes SMUR qui doivent être d'un niveau conforme à la réglementation. Et justement, nous allons pouvoir, en cette fin d'année, avec le renouvellement des autorisations SMUR, appuyer sur les établissements pour bien faire appliquer de façon stricte et sans essayer de la contourner le texte et le décret de 2006 sur les SMUR. Et puis la problématique des liens avec les Héli-SMUR qui sont un élément, qui sont finalement une unité mobile hospitalière comme les autres et toutes les questions qu'il y a actuellement autour de cette problématique Héli-SMUR. Lorsqu'on parle de l'intervention préhospitalière, bien entendu, tout ce qui concerne les situations sanitaires exceptionnelles, que ce soit les attentats, mais que ce soit aussi des risques industriels, on le connaît bien, la santé a un rôle à prendre là-dedans, à s'imposer sur ce type de prise en charge qui sont de plus en plus complexes. Et nous devons là aussi faire comprendre que s'il y a des complémentarités entre secours et soins, eh bien, c'est pas pour ça que l'une est fondue dans l'autre et qu'il y a bien des différences entre les deux. En gros, il y a le travail de secours qui est effectué par les sapeurs-pompiers et le travail de soins d'urgence qui est effectué par les SAMU-SMUR. Et puis, dernière composante, mais là je vais aller très très vite, c'est la réorganisation des urgences intra-hospitalières et toute la problématique liée à la surcharge des urgences et aux difficultés d'aval des urgences. Vous voyez que nous avons un champ d'activité et de réflexion particulièrement large au jour d'aujourd'hui. Oui, particulièrement large et particulièrement innovatrice. Si on entend parler de nouveaux numéros, c'est sûr qu'effectivement, ça risque de changer le comportement du grand public. J'ai un collègue de SAMU qui dit que quand on bouge tout le temps et quand on avance tout le temps, on est plus difficile à tuer et à viser. J'aime bien cet exemple et
Voilà, bien sûr, il faut avancer. On a une société qui avance très vite, on a tous les moyens de télécommunication qui changent complètement, on a la télémédecine qui se développe. Le SAMU ne peut pas être en dehors de cette évolution numérique. Les SMUR ne peuvent pas être en dehors. Je disais tout à l'heure que nous avons fini de tester et nous allons mettre maintenant en utilisation les Google Glass, alors sans vouloir faire de publicité, mais en tout cas des lunettes connectées permettant à la régulation médicale de voir aussi ce qui se passe sur le terrain. D'ailleurs, demain, elles seront testées au niveau de l'exercice de médecine de catastrophe du SAMU de Paris, donc de très grande ampleur. Voilà, il faut qu'on s'engage dans cette logique d'ambulance connectée, mais avec toujours un objectif. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Tout ce qu'on fait ne doit avoir qu'un seul objectif, qui est d'améliorer la prise en charge du patient. Tout ce qu'on fait qui n'améliorerait pas la prise en charge du patient, c'est de la perte de temps, c'est vouloir développer son ego ou l'ego de sa profession, ça n'a aucun intérêt. Notre intérêt, c'est vraiment le patient au centre de nos réflexions et comment faire pour améliorer sa prise en charge. Fournir aux patients un numéro unique pour tous les problèmes de santé, c'est dans cette logique. Fournir aux patients une équipe SMUR qui soit conforme au texte, et quand elle arrive chez lui, il sait qui y a dans l'équipe SMUR et pourquoi les gens sont là. C'est là aussi répondre à ses besoins, réorganiser les urgences aussi. Vous voyez, je pense que tout notre objectif doit être tendu vers ça. Comment faire pour améliorer la prise en charge des patients? Bien, je sais que dans les problématiques que vous développez lors de vos interviews, quand vous êtes sollicité sur les sujets, vous parlez beaucoup en fait de l'aval hospitalier, qui pour vous est une problématique que vous mettez souvent en avant. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des problématiques qui touchent l'amont, c'est-à-dire le préhospitalier. Voilà, les SMUR en sont donc l'égérie. Est-ce que vous pourriez me dire si aujourd'hui, en 2017, ces services, les SMUR, fonctionnent bien? Non, je crois qu'on peut pas être satisfait du mode de fonctionnement des SMUR en 2017, ne serait-ce que parce qu'on évalue à 30% les équipes SMUR qui ne sont pas aux normes. Ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas non plus acceptable d'avoir, comme je l'ai vu, et par exemple à Marseille, ils travaillent dans des conditions qui sont quand même délirantes, avec les véhicules dans la cour, pas de garage, pas de moyens. Là aussi, ce n'est plus acceptable. Je crois que l'exigence de la société envers les interventions des SMUR est énorme. L'exigence de nos politiques est énorme aussi, puisqu'ils comptent sur les SMUR pour apporter ces soins urgents en moins de 30 minutes sur tout le territoire national. Pour autant, on se rend compte que dans certains hôpitaux, c'est pas partout bien entendu, le SMUR c'est souvent la cinquième roue de la charrette, entre guillemets, et puis on ne lui donne pas forcément les moyens qui vont bien. Rouler avec des véhicules qui ont plus de 10 ans est inadmissible, ne pas avoir du matériel moderne est inadmissible. Vous voyez, on est quand même dans quelque chose où... autant les urgences intra-hospitalières, maintenant, il y a un gros focus dessus. Bon, les gens commencent à comprendre un peu. La régulation médicale, là aussi, il y a toujours un gros focus dessus. Et parfois, on a l'impression que le SMUR est un peu le parent pauvre au milieu de tout ça, qu'on oublie que c'est une chaîne de prise en charge. Chaîne de prise en charge, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a la régulation médicale, il y a le SMUR, il y a les urgences et les autres services hospitaliers. Et si un maillon est défaillant, c'est toute la chaîne qui est défaillante. Bien. Je sais, il me semble que, selon les informations que j'ai, que vous travaillez avec des structures privées au niveau des ambulanciers de votre SMUR. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un intérêt de mixer le public et le privé aujourd'hui? Ça, c'est une très bonne question intéressante, parce que j'étais au préalable dans un autre hôpital où il y avait effectivement une équipe intra-hospitalière complète, avec du personnel hospitalier et des ambulanciers hospitaliers. Quand j'ai changé d'établissement pour arriver à Metz, j'ai trouvé une autre situation qui était historique, avec effectivement les véhicules et les ambulanciers qui sont par contrat attachés à l'hôpital. Alors, au départ, j'étais un peu surpris quand même, j'avoue. Et puis finalement, avec le temps, c'est un système qui fonctionne, et qui fonctionne bien, voire plutôt très bien. Et je ne vois pas l'intérêt de vouloir se limiter dans ce type d'organisation. Je crois que le type d'organisation a relativement peu d'importance. Ce qui est important, ce sont les hommes qu'on met dedans et le matériel. À partir du moment où on peut avoir des gens compétents, et c'est cette logique quelque part de reconnaître cette fonction, voire cette profession d'ambulancier SMUR, et du matériel qui est en bon état, je dirais
peu importe, laissons un peu la liberté aux établissements de choisir leur mode de fonctionnement. Alors, d'un côté comme de l'autre, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Hein. Jamais rien n'est blanc ou noir, c'est toujours un petit peu gris. Après, c'est vraiment une logique d'établissement, sachant que de toute façon, en termes budgétaires, maintenant c'est extrêmement carré. Les établissements ont le même apport budgétaire de la part du ministère et des ARS, donc après, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Ça ne me choque pas. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'insister sur la réglementation et des équipes qui soient conformes à la réglementation et sur la qualité des personnels qui sont dans ces équipes, que ce soit bien sûr pour l'ambulancier, SMUR, il faut le dire, mais que ce soit aussi pour le médecin et l'infirmier, bien entendu. Donc c'est un sujet que l'on va développer dans notre entretien. L'actualité nationale, au travers des nouveaux risques attentats, donc a poussé les urgences et les SMUR en France à se réorganiser dans leur prise en charge. Donc, qu'est-ce que vous attendez des ambulanciers dans le cadre de cette nouvelle organisation ? Ah, ça là aussi c'est intéressant. Tout est intéressant dans vos questions, je vous rassure. Mais écoutez, je suis ravi qu'elles vous intéressent et je suis persuadé qu'elles intéresseront également tous les gens qui pourront nous regarder et qui portent un intérêt particulièrement avisé, surtout en ce moment, hein, vous l'avez rappelé, au niveau politique, beaucoup de choses changent, nous sommes en pleine restructuration, c'est maintenant que les démarches vont s'imposer pour les futures années, donc évidemment, c'est sûr que votre parole va compter énormément. Concernant cette problématique attentat, là aussi, il faut regarder ce qui a été fait, et en particulier le travail remarquable qui a été fait par les équipes parisiennes au moment des attentats et des attentats de novembre. Jusqu'à présent, le hors-sec, d'une façon générale, c'était le secours qui était prédominant, et puis être rattaché au secours, on pouvait trouver un peu de sécurité, un peu de médical, un peu de machin, mais la problématique de soins n'était pas mise en avant. Ce que nous ont montré ces attentats, et particulièrement ces attentats à l'arme de guerre, c'est qu'il y avait 3 composantes essentielles dans la gestion de crise. Il y a une composante sécurité, qui est assurée par les forces de l'ordre. Il y a une composante secours, qui est assurée par les sapeurs-pompiers, les associations de secourisme. Et il y a une composante soins, qui est essentielle, dont c'est le rôle du SAMU, du SMUR et des hôpitaux. Là, toujours cette chaîne, ce parcours de soins. Et que ces éléments étaient à un même niveau. Il n'y en avait pas un qui était supérieur, entre guillemets, à un autre, mais qu'en fonction de l'évolution de la crise, l'un prenait les décisions sur l'autre. Et on conçoit très bien que, initialement, il faut régler le problème de sécurité, puis ensuite le secours, l'extraction des victimes, puis ensuite le soin. Donc ça change un petit peu nos concepts et nos réflexions sur la crise. Ce qui veut dire que nous intervenons, nous, au niveau du soin. Il semble aberrant, en tout cas moi, il me semble totalement aberrant de vouloir intervenir en dehors de notre domaine, qui est le domaine du soin. Et en particulier, puisque la question s'est posée, doit-on projeter des équipes SMUR armées de casques lourds et de gilets lourds dans des zones dangereuses ? Moi, très clairement, ma position est non. Voilà, nous ne devons pas les projeter volontairement dans ces zones. Maintenant, la question qui est à côté, c'est nos équipes risquent-elles d'être dans une situation où il faut les protéger ? Oui, certainement. Très certainement. Et c'est là-dessus que nous travaillons. Si on regarde ce qui se fait à l'étranger, en particulier, nous sommes allés voir ce qui se faisait en Israël, qui est un pays qui est assez concerné, c'est le moins qu'on puisse dire, par cette problématique. Là aussi, ils ne sont pas dans une logique d'engager des équipes, alors, ils n'ont pas d'équipe médicale, mais d'engager des équipes sous le feu. Ce n'est pas cette logique-là. Ce sont les forces de sécurité qui extraient les victimes qui sont sous le feu pour les mettre à l'abri. Mais par contre, ils ont équipé de gilets par éclat leurs équipes d'ambulance qui vont au plus près. Alors, c'est une question qui peut se poser. Est-ce que c'est pertinent, pas pertinent ? Nous sommes en train d'en discuter avec les forces de l'ordre, avec les services de secours, les sapeurs-pompiers essentiellement, pour savoir où est la place des uns et des autres. C'est pas question que les uns prennent la place des autres, ce n'est pas possible, mais il y a une complémentarité qui se met en place entre ces 3 niveaux, sécurité, secours, santé, qui est essentielle. En vous écoutant, il y a une question qui me vient comme ça. On voit en fait dans le fonctionnement, et c'est dommage que vous ne puissiez pas rester durant ces 3 jours parce que vous auriez pu vous en rendre compte, mais les ambulanciers révèlent une disparité énorme entre les différents départements, les différentes structures. Des fois, un SMUR même sur un même département travaille de manière différente pas forcément son organisation générale, mais au moins dans ses équipements. Aujourd'hui, vous parlez d'équipements lourds qui peuvent être l'objet d'une protection individuelle de chaque agent
étant amenés à intervenir sur une zone de danger potentiel, aujourd'hui, il y a certains SAMU, certains SMUR qui ont déjà pris des engagements en ce sens et des équipements. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un peu d'homogénéité au niveau national serait une référence à la matière, mais dans le cadre général de la prise en charge patient dans le cadre de l'urgence vitale, puisque une urgence vitale en Moselle n'est sûrement pas différente de celle que l'on a par exemple à Toulouse. Bien sûr, vous avez vraiment entièrement raison sur ce besoin d'homogénéité. Nous avons malheureusement une profession qui est inventive, qui est dynamique, mais où chacun est persuadé qu'il réinvente à chaque fois l'eau chaude ou la roue. Enfin bon, ça, je suis un peu violent en disant ça, mais c'est vrai. Moi, si vous vous souvenez des discussions que nous avons eues et que malheureusement nous avons encore sur la couleur des véhicules. Enfin, voilà. On a beau dire que voilà, ça va rester de telle couleur et que réglementairement les véhicules sont blancs, on a mis de plus en plus de jaune, de vert, de rouge. Enfin, bientôt c'est la caravane du Tour de France, quoi. Je crois qu'il faut arrêter. Il y a des choses simples, par exemple, et mon prédécesseur, le docteur Giroux, défendait cela et je souhaite le défendre aussi. Pourquoi se sent-on obligé systématiquement de mettre le numéro du département derrière nos tenues SAMU ? Voilà, un truc qui semble tout bête. On est SAMU. Et quand on se retrouve, maintenant les départements n'existent plus, on est sur une région, on se retrouve tous ensemble, on est tous SAMU. Eh bien non, il faut qu'on soit SAMU, 55, 57, 67, 68, machin. Voilà, des trucs assez simples. Il n'y a pas 2 tenues de SAMU qui sont les mêmes. Voilà, il n'y a pas 2 véhicules qui se ressemblent. Il y en a qui ont des équipements d'un certain type, d'autres d'un autre. Alors, il y a des risques qui peuvent être particuliers dans certaines régions. Il y a des filières de soins qui sont différentes, donc qui vont nécessiter peut-être du matériel différent. Mais effectivement, y a-t-il une base commune à l'ensemble des SMUR ? J'espère que oui, mais il faudrait qu'on puisse travailler là-dessus. On travaille sur un petit peu la normalisation d'un service d'urgence pour savoir ce qu'il y a dedans. Effectivement, l'étape supérieure serait de dire un SMUR, voilà ce qu'il doit y avoir dans un SMUR, et s'il n'y a pas ça, on s'interroge sur l'existence ou non de ce SMUR. On voit encore malheureusement, mais vraiment malheureusement, parce que outre le fait de passer pour des clowns, c'est extrêmement dangereux, des équipes SMUR qui sortent en pyjama de bloc et en sabot. Voilà, ça ce n'est ni professionnel, ni intelligent, ni professionnel vis-à-vis des personnes que l'on va secourir qui sont en détresse et qui voient arriver des gens déguisés n'importe comment, ni intelligent parce que quand vous êtes sur le bord de la route en hiver en sabot ou que vous êtes obligé d'aller dans des gravats, vous prenez des risques pour vous-même. Donc oui, très certainement, il y a un travail à faire sur une certaine uniformisation des matériels, des équipements, des SMUR. Bien, voilà pourquoi je vous en parle, parce que justement les représentants de la FACH convoqués au ministère durant l'année passée ont mené cette réflexion auprès des instances du ministère dans le cadre d'une future réorganisation, et nous pensons, nous, ambulanciers, SMUR et ambulanciers même des hôpitaux, en règle générale, qu'une harmonisation nationale ferait particulièrement du bien, ne serait-ce que, on parle des équipements véhicules, mais ne serait-ce que pour la prise en charge médicale. Certains suivent des protocoles, pas d'autres. Vous passez d'un SMUR à un autre, les protocoles varient, peut-être que très légèrement, mais peuvent varier. On est posé à des problématiques importantes quand on change un véhicule. Pourquoi ? Parce qu'en termes de matériel embarqué, dès qu'arrive une nouvelle personne, automatiquement, il y a une nouvelle réorganisation du véhicule. Nous pensons qu'une harmonisation ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien à la profession. Oui, ça, je ne peux qu'être d'accord avec vous sur ce point. Et puis, il y a encore, pour vous montrer l'amplitude du travail à faire, faut-il intervenir en VLM ? Faut-il intervenir systématiquement en AR ? On voit bien qu'aujourd'hui, il y a certains départements dans lesquels les sapeurs-pompiers, maintenant, ont tendance à faire payer les interventions VSAV avec une VLM sous prétexte que les SMUR doivent disposer des moyens de transport. Donc là aussi, ça pose un certain nombre de questions. Donc je pense que cette harmonisation, mais l'harmonisation est pour moi un terme gentil. Je pense qu'il n'y a pas qu'harmonisation, il y a aussi normalisation. C'est-à-dire que l'harmonisation, c'est bien, mais une fois qu'on a déjà des normes. C'est-à-dire qu'il faut définir des normes pour qu'il y ait un strict minimum. Voilà ce qu'il doit y avoir. Lorsqu'on fait intervenir en SMUR, on doit savoir ce qu'il y a dedans, d'une façon générale, minimum. Et puis après, l'harmonisation, c'est pour le reste, pour l'ensemble.
Voilà. Mais je crois que oui, c'est quelque chose d'important. C'est très certainement un sujet que nous allons aborder avec le ministère de la Santé et la DGOS lors de cette remise à plat des autorisations. On l'a déjà abordé, je le disais, pour les services d'urgence. Les SMUR, c'est un peu dans les tuyaux. Donc on va avoir ce type de discussion dans les mois qui viennent. Parfait, on va changer un petit peu de thématique, mais quelque chose qui nous tient à cœur, d'une importance capitale pour nous au niveau de la FACH. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les ambulanciers SMUR et hospitaliers sont dans le Code de la santé publique reconnus comme professionnels de santé. Paradoxalement, dans la fonction publique hospitalière, ils sont classés dans la catégorie sédentaire n'étant pas au contact du patient. Alors, quel est votre sentiment sur le sujet ? C'est une aberration complète. Je veux dire, vous êtes probablement... on va dire plus au contact de patients que tous les soignants, mais si, peut-être. Et puis en plus, vous êtes au contact de patients dans des situations de détresse. Et ça a été dit ce matin, je le redis, c'est une équipe. Et cette équipe, c'est une équipe soignante. Tout le monde participe aux soins dans l'équipe et l'ambulancier tout autant que les autres. Donc, vous êtes soignant, vous devez être reconnu par soignant. Il doit y avoir... Alors là aussi, c'est un travail de longue haleine, mais il doit y avoir une reconnaissance de cette spécificité de l'ambulancier SMUR. J'en suis en tout cas à titre personnel intimement persuadé. On a mis, pour vous donner, alors c'est pas pour vous décourager, hein, loin de là, quand j'ai commencé la médecine d'urgence, ça fait quand même maintenant un certain temps. Oui, ça fait vraiment un certain temps, ça fait plus de 30 ans. On voulait déjà créer la médecine d'urgence. Bon, elle a été créée cette année. 30 ans, c'est long. Bon. Pour être un peu plus rassurant, les assistants de régulation médicaux, on a mis un peu plus de 10 ans, voilà. 10-12 ans pour arriver à créer vraiment ce statut spécifique d'assistant de régulation médicale. Mais espérons que l'ambulancier SMUR, on va y arriver, allez, en 4-5 ans, si on est dans la même logique. Mais en tout cas, il y a un réel besoin, il y a une réelle spécificité. Je pense qu'on va pouvoir faire passer ce message dans nos équipes gouvernantes. Alors 4-5 ans, je pourrais même être prétentieux à la matière, en espérant que ça ne prenne pas 4-5 ans, mais beaucoup moins, tout en sachant que les ambulanciers SMUR se battent pour cette reconnaissance depuis déjà de très 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 nombreuses années. Oui, tout à fait, c'est un combat que vous menez, mais que probablement il faut de temps en temps assumer sa culpabilité. Nous avons regardé d'un peu loin, il va falloir s'engager avec vous dans ce combat et faire avancer les choses. Oui. Croyez bien que nous serons plus près de vous pour mener ce combat et cette continuité de combat, je dirais, pratiquement. Donc, un autre grand débat, la FACH aujourd'hui, elle se bat pour dénoncer aussi également le non-respect de la réglementation qui impose la présence d'un ambulancier dans la composition d'une équipe SMUR. Ça, on en a parlé, vous l'avez évoqué ce matin lors de votre discours. Aujourd'hui, une centaine d'hôpitaux au niveau national qui ont été référencés par notre association ne respectent pas les textes en vigueur. Que penser de ces agissements-là ? Inadmissible, non-respect du cadre réglementaire. Je vous demanderai, mais officiellement même, par écrit, si vous le souhaitez, de me donner la liste de ces hôpitaux. Et nous ferons en sorte, avec le ministère de la Santé, que des questions très précises leur soient posées, de savoir pourquoi ce n'est pas respecté, sachant qu'ils ont le budget pour. Très clairement, depuis l'année dernière, le budget des SMUR et des services d'urgence, puisque c'est globalisé, est particulièrement transparent. On sait exactement quelles sont les normes et quel est le budget que les hôpitaux touchent. Donc il n'y a aucune excuse. Bien, c'est la toute première fois donc, que vous rejoignez les ambulanciers sur le site de nos journées d'études et de formation que nous organisons tous les ans. Et que pensez-vous de cette initiative ? C'est une initiative ambulancière. C'est une très bonne initiative et j'aurais aimé que nous l'ayons, nous aussi, puisque je crois que SAMU Urgence de France a aussi vocation à essayer de fédérer l'ensemble des représentants de notre profession, puisque vous êtes des représentants de notre profession et de l'aide médicale urgente. Donc je crois que c'est extrêmement... plus que gentil, mais malin, de votre association de m'avoir proposé de venir. Et je suis vraiment ravi d'être venu. Je crois qu'il faut que nous soyons fédérés autour de buts communs qui est, et je le répète, vraiment la prise en charge du patient et comment améliorer cette prise en charge. Et dans cette fédération, si on peut appeler ça, bien entendu, il y a les ambulanciers, il y a les infirmiers, les assistants de régulation médicale, il y a les utilisateurs d'hélicoptères hospitaliers. Enfin, vous voyez qu'on est un petit peu quelque chose de
une espèce de galaxie et ça doit tourner tout ça dans le même sens et c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer les choses. C'est bien, votre réflexion m'amène justement à conclure notre entretien. Donc, que peut attendre la FACH, l'Association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers, et au travers elle, évidemment, tous les ambulanciers nationaux, tous les ambulanciers hospitaliers et les SMUR, de ce que pourra faire pour nous le docteur Braun, et plus particulièrement le représentant du syndicat SAMU Urgence de France. Oui, le docteur Braun, à titre personnel, il fera ce qu'il pourra. Mais en tout cas, SAMU Urgence de France est là pour défendre la médecine d'urgence et défendre les équipes qui contribuent à l'exercice de la médecine d'urgence. Je le redis, vous faites partie de cette équipe. Donc SAMU Urgence de France va se rapprocher de vos représentants, bien entendu. Et puis, on va essayer de travailler ensemble des dossiers qui sont importants. On a parlé de cette normalisation, harmonisation des véhicules SMUR et du matériel SMUR. Bon, il y a déjà un petit travail qui a été fait par le docteur Templier sur les normes pour les véhicules, donc on va continuer dans cet axe-là. L'exercice de la profession d'ambulancier SMUR, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Voilà, on a beaucoup de choses à faire. On l'a fait très récemment sur l'assistant de régulation médicale avec la Société française de médecine d'urgence, qui a aussi une composante importante dans la rédaction de ces référentiels. Eh bien, je pense que nous pourrions prendre acte de l'élaboration d'un référentiel de l'ambulancier SMUR et puis commencer à travailler en groupe multipartite, entre guillemets, sur c'est quoi un ambulancier SMUR, qu'est-ce qu'on lui demande et quel est son profil finalement in fine et quel sera ce profil demain. Ça pourrait être un objectif qui me semble intéressant pour l'année à venir. Donc, nous serions évidemment très heureux que des ambulanciers puissent participer directement dans votre réflexion de manière à aboutir à quelque chose de concret et de tangible pour toute la communauté. Il est évident que ce n'est pas un travail qu'on peut faire sans les ambulanciers SMUR. Les différents référentiels que nous avons faits sur les armes, sur les assistantes sociales, sur l'infirmière d'accueil, on l'a fait bien entendu avec les personnes directement concernées. Nous sommes un petit peu là pour être, les garants de la doctrine. Voilà, c'est un petit peu ça, SAMU Urgence de France, c'est la défense de la doctrine, avec une doctrine qui n'est pas passéiste, qui est vraiment une doctrine qui est tournée vers l'avenir. Et au sein de cette doctrine, chacun trouve sa place et chacun va devoir définir parfaitement sa place en complémentarité avec les autres. Je crois que c'est ça qui est important, cette notion d'équipe est essentielle. Nous allons donc conclure cet entretien. Sachez que votre message va être publié en nombre important parce que beaucoup d'ambulanciers hospitaliers attendaient un petit peu vos réflexions de terrain, à savoir à peu près ce à quoi s'attendre dans l'avenir. Donc on vous remercie, l'Association française des ambulanciers SMUR hospitaliers vous remercie d'avoir répondu présent encore à ce grand rendez-vous qui pour nous est très important, c'est 3 jours phares dans une année de travail, donc merci encore de votre présence et nous espérons surtout vous retrouver très prochainement dans le cadre d'un travail de terrain et un travail qui aboutira à des solutions importantes pour notre activité et notre profession. Merci encore beaucoup monsieur Dr François Braun. Merci à vous et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci de nous suivre et d'être fidèles aux News d'Afache TV. Nous relayerons dans nos prochains rendez-vous des moments importants de nos dernières journées d'études et de formation afin de vous en faire profiter bien sûr et surtout de vous donner l'envie de venir nous rejoindre sur les prochaines dont nous aurons l'occasion de reparler très prochainement. En attendant, comme dit l'adage, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. A très bientôt sur les News d'Afache TV.